Donc, bienvenue. Cette webconférence, c'est la 82e de la PCC. Le sujet aujourd'hui, c'est le suivant, face au climat, transformer les bâtiments en piliers de résilience. Et donc, on est ensemble pour 1 heure et demie. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 personnes. Donc, on a Laurent Barbezieux, qui est le cofondateur d'Axio, Eve Bourguignon, qui est Head of Design and Sustainability chez Colonize, et Pierre Trémolière, qui est le CEO d'Axanta. Et on aura Mélina Lermite d'Axio qui sera là pour la gestion des questions-réponses. Donc, je suis moi-même Clara Nord, si vous ne me connaissez pas. Je suis responsable événementielle pour la PCC et je serai la coordinatrice de cette webconférence. Et avant de commencer, on va faire un bref aperçu de l'agenda. Donc, que vous voyez là, donc cette webconférence, elle sera divisée en plusieurs points, comme vous pouvez le voir. Et donc, très rapidement, je vais présenter la PCC pour ceux qui ne nous connaissent pas. Depuis 2010, on est une association qui représente et fédère les professionnels du conseil climat, énergie, environnement, qui travaille au quotidien avec les entreprises et les collectivités sur toutes les thématiques qui vont toucher à la fois à la transition environnementale, au changement climatique et à la mobilité durable. Et donc, on propose tout au long de l'année, de manière mensuelle, des webconférences pour répondre à l'une de nos missions qui est d'informer, d'expliquer, de donner des clés et de diffuser les bonnes pratiques aux organisations sur les thématiques liées à la transition environnementale. Et donc, on se retrouve dans ce cadre aujourd'hui. Et donc, pour les quelques aspects logistiques, avant de passer la main, quelques points à noter. Donc, quand vous avez des questions, vous pouvez les noter dans l'onglet Q&R. Donc, c'est l'onglet questions-réponses. C'est là que les intervenants viendront les piocher et y répondre soit à l'écrit, soit à l'oral à la fin de la webconférence. Si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, cependant, vous pouvez les faire dans l'onglet Discussion. Vous pouvez choisir si vous écrivez seulement aux intervenants ou à tout le monde. L'idéal, c'est quand même que tout le monde voit vos messages. Et donc, vous êtes assez nombreux. Donc, on ne pourra peut-être pas garantir que toutes les questions obtiendront une réponse. Si ce n'est pas le cas, on pourra vous envoyer les réponses a posteriori par mail. Et puis enfin, les slides de présentation et le replay seront disponibles dès demain sur le site web de la PCC et vous recevrez un mail avec le lien donc, de ce replay et des présentations que vous pourrez partager autour de vous. Donc, de ce pas, je vais passer la parole à Laurent, Eve et Pierre et je vous retrouve dans 1 heure et demie. Bonne webconférence à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, on est ravis de pouvoir présenter aujourd'hui cette webconférence. Alors, je vais partager mon écran et dites-moi si vous le voyez bien, c'est bon. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué Clara, c'est face au climat, transformer les bâtiments en piliers de résilience. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord définir ce que c'est l'adaptation au changement climatique, car c'est un concept donc de plus en plus, enfin, on va dire de plus en plus connu, mais qui est nettement moins connu que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va voir ce que ça veut dire pour le secteur du bâtiment, quels sont les risques et les vulnérabilités pour ces bâtiments, quelles sont les solutions qu'on peut apporter et quels sont les principes généraux pour réussir l'adaptation. On a 1 heure et demie ensemble. On va vous essayer d'avoir un maximum de temps pour des questions-réponses à la fin de l'échange. Donc on est trois aujourd'hui autour de la table. Donc Eve, Pierre et Laurent, moi-même d'Axio. On va brièvement présenter chacune de nos activités et après on ira dans le vif du sujet. Sur Axio, en quelques mots, donc on est une plateforme, un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de changement climatique et de carbone. Donc, on est créé en 2020, on est une petite quarantaine aujourd'hui. On fait essentiellement des mesures d'empreinte carbone et des trajectoires de décarbonation. Il se trouve qu'on a également des demandes croissantes sur les sujets d'adaptation, de reporting CSRD, etc. On travaille pour à peu près tous les secteurs, y compris des acteurs de la construction et du bâtiment au sens large. Ça peut être des foncières, ça peut être des fabricants de produits de construction, des distributeurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux. Et donc c'est un sujet qu'on car il y a un vrai sujet de décarbonation locale et d'adaptation associée. Je te laisse dire 2 mots sur Colonize. Alors, moi, je suis la directrice design d'intérieur et ESG de Colonize depuis 3 ans. Avant ça, pour vous dire 2 mots sur moi, j'ai travaillé chez Accor pendant 10 ans à divers rôles au design, mais je faisais aussi partie notamment de la task force carbone. Pour vous décrire Colonize, c'est ce qu'on appelle un peu une start-up ou une scale-up de l'immobilier. On a été créé il y a 7 ans.
On est en fait un opérateur de logements innovants, notamment de logements partagés. Historiquement, on a commencé avec du co-living dans des maisons individuelles, puis des colocations dans des appartements, et enfin des résidences entières, alors soit de co-living, soit des résidences étudiantes, ou d'appartements individuels avec des espaces partagés tout de même. On est présent en France, en Belgique, en Allemagne, et dans un mois, on ouvre Madrid, donc l'Espagne. On travaille avec beaucoup d'investisseurs institutionnels et un petit peu particuliers. En fait, on a un modèle asset light. Donc on n'est jamais propriétaire des murs, donc on travaille avec énormément de partenaires. Et évidemment, on est engagé dans une transition environnementale, notamment sous l'impulsion de l'un de nos actionnaires, qui est un fonds article 9, qui est le Crédit Mutuel Impact. Mais on parlera de tout ça plus en détail un peu plus loin dans cette présentation. Parfait. Et Pierre, je te laisse dire un mot, peut-être que tu as envie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette conférence. Donc nous, on est une jeune société, on a été créé en 2016 et on a développé une technologie de décarbonation de la fonction thermique des bâtiments, donc chauffage et climatisation, avec une technologie qui s'appelle du stockage thermique intersaisonnier, qui utilise des technologies de base de géothermie, mais que l'on pilote assez intelligemment avec de l'intelligence artificielle pour, en gros, capturer la chaleur de l'été, la stocker dans le sol pour la déstocker en hiver et se substituer au gaz et au fioul, et à l'inverse, capturer le froid de l'hiver, le stocker dans le sol et l'utiliser pour rafraîchir les bâtiments, ce qui est très pertinent dans le cadre du réchauffement climatique. Euh, on a aujourd'hui près de 10 millions de mètres carrés équipés de notre technologie. Alors, ce n'est pas que la technologie bas carbone, c'est aussi des technologies d'optimisation des besoins en énergie du bâtiment. On est autour de 200 personnes dans l'entreprise et on a levé pas mal d'argent pour notamment financer cette transition en lieu et place de nos clients. C'est-à-dire qu'au fond, on évite à nos clients de devoir investir sur la transition, on investit à leur place et on leur revend des calories et frigories décarbonées. Parfait. Un grand merci à vous deux pour ce peu d'avance, pour partager vos retours d'expérience. Donc, on va commencer par poser quelques concepts, mais avant ça, on est curieux de savoir qui vous êtes. Donc, on va mettre une question dans le chat pour en fait savoir quel est votre rôle. Donc, la question c'est quel domaine vous travaillez principalement? Construction immobilier, collectivité locale ou aménagement du territoire, énergie ou environnement, apporteur de solutions, consultant, et autres. Et si vous pouvez indiquer en commentaire, on est preneur. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Okay. On est bon sur réponse. Est-ce que vous voyez les réponses en live de votre côté? Moi, je ne les vois pas de mon côté. Ok, alors je vais les afficher. On a eu 94 réponses sur 121. Oui. Hop. Top. Donc 11% construction immobilier, quasiment 20% collectivité locale et aménagement, une bonne moitié énergie environnement et d'autres personnes. Top. Donc c'est un panel assez diversifié. Donc on va essayer, pas forcément, on ne peut pas parler sur tous les métiers, et tout à la fois, mais on va quand même normalement être capable d'apporter des éléments qui sont instructifs pour tout le monde. Donc, quelques mots de définition sur l'adaptation. Déjà l'adaptation. En fait, c'est quelque chose auquel on va pas pouvoir échapper. Donc là, c'est 2 événements récents à Valence, un peu plus de 220 morts, Los Angeles, 25, après les nouvelles que j'ai pu voir, et centaines de milliards d'euros de dégâts en l'occurrence. Donc en fait, on doit déjà être dans l'adaptation. Autant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut se dire que c'est lointain, que c'est des trajectoires, etc. Autant sur l'adaptation, on va juste pas avoir le choix. Donc, pour comprendre ce que c'est l'adaptation, il est important d'abord bien la définir. Donc, on a ici quelques concepts qu'on a voulu présenter. Donc, atténuation, aléas climatiques, risque climatique, adaptation, maladaptation,
adaptation réactive et gestion adaptative. On a hésité à les présenter au fil de l'eau, mais c'est pas mal de poser le cadre au début. Donc, l'atténuation, en fait, ça n'a rien à voir avec l'adaptation. Enfin, c'est complémentaire de l'adaptation, mais c'est pas la même chose. C'est le fait de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ou d'augmenter les puits de carbone pour qu'on ait à moins s'adapter, qu'il y ait moins de changements climatiques. Donc là, c'est l'exemple de la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone, avec l'objectif à 2050 d'avoir autant de séquestration de carbone que d'émissions. On ira plus en détail sur le secteur du bâtiment, ce que ça veut dire en termes de réduction également. Ensuite, un aléa et un risque climatique. Donc, alors c'est une distinction qui est clé. Un aléa, c'est un événement climatique ou météorologique d'origine naturelle anthropique qui a une certaine probabilité d'occurrence et qui est plus ou moins intense. Et ça n'inclut pas les conséquences sur les humains ou les écosystèmes. Donc, globalement, les scientifiques du climat, ils essaient de déterminer comment vont évoluer les aléas climatiques. Parce que ça, on pense pouvoir le modéliser. L'élément suivant, le risque climatique, c'est l'interaction entre un aléa, donc une tempête, une inondation, une tornade, tout ce qu'on veut, et la vulnérabilité et l'exposition des systèmes qui vont être exposés à cet aléa. Donc, c'est les impacts sur les écosystèmes, parce qu'il n'y a pas que les humains, les populations et les infrastructures. Donc, sans rentrer et complexifier le sujet, on peut un peu résumer en disant que le risque auquel on s'expose, c'est l'exposition fois la vulnérabilité. L'aléa climatique, il y a une certaine nature, une certaine intensité, un certain lieu, une certaine fréquence. Donc, on n'est pas sûr de ce qui va nous arriver, mais même s'il y a un horizon de temps assez lointain, on est quasi certain que quelque chose va se passer. On ne sait juste pas quand et où, comment exactement. Et il peut y avoir d'autres facteurs environnementaux locaux qui peuvent être aggravants. Et après, la vulnérabilité, c'est à quel point on va être sensible à cet aléa qui nous tombe dessus. Donc, pour le secteur de la construction, il y a par exemple des choix de construction, la fiabilité des réseaux sur lesquels on va s'appuyer. Est-ce qu'on a mis en place des mesures pour être plus résilient? Et il y a également des enjeux plus d'usage, donc la capacité de gestion de crise ou la difficulté à faire face. Et là-dessus, ce n'est pas juste un sujet technique, il y a également des facteurs socio-démographiques. Si on prend l'ouragan Katrina ou ce qui s'est passé à Mayotte, on voit bien qu'il y a des enjeux sociaux qui sont associés, que ce n'est pas juste une analyse technique qui permet de voir comment on peut réduire la vulnérabilité. Ensuite, adaptation et les concepts associés. L'adaptation, assez simplement, c'est toutes les stratégies, les mesures, les ajustements qu'on va mettre en place pour réduire notre vulnérabilité, donc des systèmes humains et naturels, face aux impacts du changement climatique. Pour tout de suite poser le concept, la maladaptation, en fait, c'est des actions qu'on va mettre en œuvre, mais qui, involontairement, vont augmenter la vulnérabilité. Et du coup, c'est un peu de la fausse bonne idée. Soit pour soi, soit ce qui est un peu un effet pervers pour d'autres personnes qui n'ont pas mis en place cette action de maladaptation. Pour tuer le suspense, on va parler un peu après d'un exemple classique qui est la climatisation individuelle en ville. On se dit que c'est bien pour soi, mais en fait, ça ne marche pas à l'échelle et c'est pas sympa pour ses voisins. Ensuite, l'adaptation réactive, c'est le fait d'avoir une réponse typiquement juste après ou juste au moment où il y a l'impact climatique qui nous arrive dessus. C'est un peu improvisé, pris dans l'urgence. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'il faut être conscient que c'est un pis-aller et qu'il faudra essayer d'être d'un peu mieux anticipé pour la fois d'après. Et la gestion adaptative, en fait, c'est ça qu'il faut viser, c'est vraiment avoir une vision intégrée et assez flexible où on ajuste ses actions, ses politiques en fonction des retours d'expérience et des changements qu'on voit. Parce qu'en fait, on est sur une situation où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il va se passer des choses qu'on aura énormément de mal à anticiper. Et il y a des choses qu'on sait que ça va arriver, mais à un horizon de temps qui peut être assez lointain. Et ça coûterait extrêmement cher de s'adapter à ça alors que ce n'est pas encore là. Du coup, il y a un peu un sujet de, en permanence, réévaluer les risques, se poser la question de qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour s'adapter, qu'est-ce qu'on est prêt à faire différemment, pas être contre la nature, mais changer notre manière d'habiter, notre manière de construire, et accepter voir quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, parce qu'on ne va pas être capable de s'adapter à tout, malheureusement. Ensuite, quelques éléments sur le secteur du bâtiment dans la transition. Quelques chiffres pour poser les choses. Donc déjà, le bâtiment, c'est 17% des émissions de la France. Ici, on prend la partie construction et la partie exploitation.
Ces émissions, il va falloir les réduire de 95% pour les bâtiments, enfin, donc, à horizon 2050. Donc c'est un secteur qu'on pense pouvoir à peu près totalement décarboner. C'est un secteur qui contribue à des sujets d'artificialisation des sols. Je ne doute pas que dans l'audience, vous êtes familier du concept de ZAN, zéro artificialisation nette, qui est un objectif sur la partie notamment biodiversité. Donc, non seulement le bâtiment a des impacts sur d'autres sujets comme la biodiversité, mais également le fait d'artificialiser peut avoir des effets adverses quand on veut s'adapter. Typiquement, si on bétonne partout, qu'on a des étalements urbains, ça peut contribuer à l'effet de chaleur, l'effet de l'îlot de chaleur urbain, par exemple. Et également, si on bétonne trop, on peut avoir des sujets de moins bonne, on va dire, évacuation des eaux fluviales, qui peut augmenter ou créer des risques sur la partie inondation. On voit que les sujets sont assez liés. Si on parle donc du parc existant, on a 5 millions donc, de passoires thermiques. Après, on peut discuter de la fiabilité des études sur les TPE, etc. Mais globalement, on a un bon 15% du parc où il va falloir vraiment se poser la question de comment on les adapte pour réduire leur consommation et réduire leur sensibilité aux évolutions des températures. Et sur un sujet donc là c'est un sujet vraiment température, sur un autre sujet, on a 10 millions de maisons qui sont moyennement ou fortement exposées à ce qu'on appelle le risque de retrait argileux, donc retrait gonflement argileux, qui est en gros quand il y a des sécheresses, le sol se craquelle. Et c'est des maisons qui sont pas conçues pour tenir sur ce type de sol. Et c'est la première fois que ça arrive, donc c'est normal qu'on n'ait pas anticipé ça d'une certaine manière. Et donc là, ça pose des questions de structure, problèmes sur les fondations, etc. Donc, et ça, c'est un sujet qui commence à être connu, mais bon, il y a 20 ans, c'était un peu nettement plus confidentiel. Là où le sujet passoire thermique, on voit un peu plus ce que ça veut dire. Et dernier point, qui n'est pas forcément si connu, donc la France, il y a plus de 1000 morts par an liés aux événements météorologiques extrêmes. Donc, on a un pays qui est malgré tout fortement exposé aux aléas climatiques. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin dans tous ces chiffres, mais c'était juste pour un peu brosser le portrait. Ensuite, on va parler un peu des réglementations, mais avant ça, on a une autre question, je vais revenir en arrière, sur quel est votre principal intérêt pour cette conférence. Comme ça va nous permettre notamment d'insister plus sur certaines parties. Donc, je vous laisse répondre. Et Clara, je te laisse nous dire quand on a suffisamment de gens. Vous êtes plus de 130 participants, donc on va voir. Ouais, ça monte vite. Je vais pouvoir partager les résultats d'ici quelques secondes. Et je vois pas bien ton son qui est coupé. Ton son qui est bien coupé. Okay. Alors, je vois un commentaire comme quoi il y a de l'écho. Je ne sais pas si tout le monde a le problème. Sinon, je trouve que le son va bien de mon côté. Ok, je vais tenter avec un casque pour voir si c'est mieux. Pas d'écho. Ouais, c'est peut-être un problème de son de l'ordinateur de la personne. En tout cas, au niveau des commentaires, ça semble Ok. OK. Ok, très bien. Bon, au cas où j'ai mis un casque, je ne sais pas si c'est mieux. Ok. Très bien. Donc, du coup, comprendre les impacts, découvrir des solutions concrètes, c'est la grande majorité, et un petit élément sur les réglementations et un temps d'échange. Ok. Du coup, bon, pour les 11% des personnes intéressées par la partie réglementation, on va faire un petit topo rapide, mais on va quand même avoir l'essentiel sur les solutions. Sur la partie réglementation, en fait, le sujet climatique, tant adaptation qu'atténuation, est faut dire, tellement vaste qu'on ne va pas avoir juste une loi qui va le traiter. Donc là, on a un peu une sélection des principales réglementations sur le secteur du bâtiment, sachant que certaines sont spécifiques au bâtiment, d'autres sont multisecteurs, et certaines sont au niveau français, d'autres au niveau européen. Et on ne prétend pas du tout être exhaustif, c'est juste les principales qu'on a identifiées. Et donc ces réglementations peuvent concerner des acteurs différents, avoir des périmètres d'application différents, et couvrir l'adaptation et l'atténuation. Donc ça devient un vrai métier de faire la veille réglementaire là-dessus. Je commence par peut-être une des plus connues avec la RE 2020, Réglementation Énergie 2020, qui va concerner les constructeurs et les promoteurs. L'objectif, c'est faire que les nouveaux bâtiments qu'on construit
en résidentiel et en tertiaire, soit adaptés pour le climat de demain. Donc typiquement dans les mesures d'adaptation, il y a des objectifs d'indicateurs de confort d'été. Et sur la partie réduction d'émissions, il y a le fait de construire bas carbone. Donc il y a des seuils minimums maximum d'émissions par mètre carré construit. Également des seuils sur les consommations d'énergie, donc avoir des bâtiments typiquement mieux isolés, et sur les émissions associées. Donc ça pose ça met des contraintes sur typiquement le type de vecteur énergétique qu'on va utiliser entre l'électricité, les pompes à chaleur, le gaz, les panneaux solaires, etc., la géothermie. Donc ça, c'est sur une partie essentiellement construction, pas sur tous les bâtiments, mais avec une extension progressive qui est prévue. Ensuite, il y a le décret tertiaire. Donc là, c'est pour les exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². C'est essentiellement sur la partie atténuation, avec des objectifs de réduction de consommation, des obligations de déclaration, mais il y a quand même des éléments dans la loi qui concernent des éléments de résilience thermique et des matériaux durables. Donc là, ces deux réglementations sont vraiment sur le secteur bâtiment, construction, exploitation, on va dire. Et après, il y a la loi climat et résilience, qui pour le coup est multisecteur, qui concerne énormément de monde, y compris les collectivités, et où il y a quelques mesures d'adaptation et également une mesure de réduction bien connue qui est l'interdiction des locations DPE G, puis F, etc. Donc ça, c'est au niveau national. Ensuite, au niveau européen, il y a deux grosses réglementations. On aura une troisième dont on parlera peut-être après. Il y a CSRD, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc là, j'ai mis des seuils actuels d'application, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de CA, plus de 25 millions d'euros de bilan. Il faut 2 des 3 critères. On verra si ça bouge. Ça couvre tout le monde, c'est 50 millions d'entreprises en Europe. Et là, il y a une obligation de reporting dans le volet ESRSE1 sur la partie adaptation, sur quels sont, publier ces analyses de risque, de résilience, quel est son plan d'adaptation. Donc il y a vraiment tout un volet essentiellement qualitatif qui est demandé là-dessus, mais il y a quand même une partie sur quelle est la valeur à risque de vos actifs du fait de l'évolution du climat. Donc il y a quand même quelques données quantitatives à déclarer. Et il y a un gros volet sur les émissions et le plan de réduction. Et ensuite, il y a la taxonomie européenne qui va également avoir des impacts, donc là qui concerne des investisseurs et des entreprises, qui concerne tous les secteurs avec certaines activités éligibles comme étant alignées avec la transition. Et donc là, c'est plus un objectif macro d'aligner des investissements vers les solutions qui contribuent à résoudre le problème climatique, tant en termes de réduction que d'adaptation, avec une taxonomie assez détaillée. Et donc ça peut paraître assez théorique et complexe, mais en fait, ça a des vrais impacts concrets aujourd'hui sur les entreprises. Et je sais que Eve et Pierre, vous, c'est des sujets qui sont importants pour vos parties prenantes. Donc peut-être que, Eve, je te laisse peut-être dire un mot sur, du point de vue Colonize, qu'est-ce qui se passe sur les réglementations? Oui, en fait, c'est pour le monde de la start-up, c'est un moyen de financement aussi, de prouver qu'on est une activité éligible et alignée à la taxonomie européenne. Ça nous permet de s'adresser à des entreprises financières dont les objectifs principaux sont de financer ce type d'entreprise. Donc c'est clairement un enjeu pour nous au-delà de la volonté qu'on a effectivement de toute façon d'atteindre ces objectifs environnementaux. Et Pierre, de ton côté, notamment sur les liens avec les financeurs ou tes clients? Oui, nous, ce qui a été assez significatif, c'est que bien sûr, la RE 2020, le décret tertiaire, la loi climat et résilience, ont joué pour que les entreprises, les bailleurs sociaux, les foncières prennent conscience qu'il fallait bouger. Mais pour être honnête, comment dirais-je, les lois ne sont pas assez incitatives et pénalisantes pour suffisamment les faire bouger. Et depuis qu'il y a une prise de conscience autour de l'importance de la CSRD et plus important encore la SFDR, donc ce qui structure au fond le monde de la finance et l'importance pour eux de investir dans des projets qui contribuent à la décarbonation, eh bien, à ce moment-là, on a vu une vraie prise de conscience que tous les acteurs du bâtiment, et notamment les foncières et les promoteurs, devaient bouger. Et le moteur du changement, c'est plus la CSRD et la SFDR
que les lois. Bon, l'ensemble est nécessaire pour faire bouger, mais véritablement, maintenant, c'est en train de basculer grâce à ces lois européennes. Top. Et on l'a pas mis parce que c'est déjà pas mal d'éléments, mais dans les SFDR, c'est un peu le pendant de la CSRD, mais pour les acteurs financiers, donc ils doivent déclarer et orienter leurs investissements. Donc il y a un peu un triptyque SFDR, CSRD, taxonomie au niveau européen. Juste pour préciser aussi par quel miracle ça fait bouger les choses, je pourrais l'illustrer en disant RE 2020, décret tertiaire, loi climat et résilience, on discute avec des gens qui ont en charge l'opérationnalité des parcs immobiliers. CSRD, SFDR, c'est la direction générale et c'est le cœur de leur moteur, puisque au fond, c'est les conditions d'accès au marché de l'endettement. Et donc là, ils ne plaisantent plus parce que ils peuvent se voir baisser leur compétitivité par rapport à leurs compétiteurs s'ils n'ont pas accès dans des bonnes conditions au financement. Et donc, à ce moment-là, la réflexion devient stratégique, devient au cœur de la stratégie de l'entreprise et ça fait basculer les projets. Et un point notable sur le secteur du bâtiment, c'est qu'en fait, on a un vrai enjeu de financement dans la durée des actifs, parce que c'est beaucoup d'investissements et c'est des actifs qui durent longtemps. Du coup, réaligner le temps du climat et le temps de la finance en raisonnant à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est vraiment clé. Et donc là, on voit que les réglementations commencent à faire bouger les lignes. Donc, quelques éléments sur les risques et les vulnérabilités pour les bâtiments, donc avec un focus sur la France, bien sûr. C'est un peu chargé, mais très rapidement, en fait, on a 6 grandes classes d'aléas climatiques pour les bâtiments. Les vagues de chaleur, sécheresse, retrait des gonflements d'argile, submersion marine, inondation, tempête, feu et incendie. Donc, bon, globalement, il n'y a pas un endroit en France où on n'a aucun des 6. Il existe un horizon de temps où on va forcément avoir un des aléas qui va se matérialiser sur un bâtiment. Sur les vagues de chaleur, c'est plus dans le sud-est, bon, c'est évidemment toute la France qui va être concernée, avec un effet de... Donc, en gros, si on prend un scénario à plus 3 degrés au niveau mondial, donc plus 4 degrés en France, qui est un peu le scénario auquel il faut se préparer, on verra si c'est mieux, on a la journée la plus chaude par décennie qui, en moyenne, augmente encore plus vite. Donc, il y a un effet c'est encore pire la température la plus élevée que la température moyenne. Donc, bon, voilà, plus 1 degré en 2100. Ensuite, sur la partie sécheresse, retrait, gonflement d'argile, j'en ai brièvement évoqué à l'instant, on pense qu'il y aurait dans le modèle central 3 fois plus de sécheresse en 2050, 5 fois plus en 2100. Ça a sûrement plus d'impact sur d'autres secteurs comme l'agroalimentaire. Néanmoins, ça va avoir des impacts sur la disponibilité en eau. Le sujet associé, c'est ces fameux retraits gonflements d'argile, où il y a globalement la moitié du territoire qui est en zone bien exposée. Et ce n'est pas exactement les mêmes zones que là où il y a les vagues de chaleur. On voit qu'il y en a un peu plus dans le sud-ouest que dans le sud-est, par exemple. Submersion marine, bon là, évidemment, c'est pour les côtes. Si on ne fait rien, alors évidemment, on va pas rien faire, on voit qu'en fait, c'est un horizon de temps qui est un peu plus long. En fait, on parle souvent de la montée des eaux. En fait, c'est pas le premier problème qu'on va avoir à gérer. On parle de plus de 8000 bâtiments menacés en 2050. Donc on se dit, bon, c'est rien. 2100, ça c'est un demi-million de bâtiments. Donc ça commence à devenir significatif. C'est peut-être à long terme, peut-être que c'est moins de bâtiments. Par contre, ça pose des vraies questions de comment on s'adapte à ça, parce qu'on ne peut pas juste... les Hollandais ont réussi à un peu bloquer la mer, mais on va dire que c'est un peu coûteux et technique. On commence à avoir, on a ça aux États-Unis, on a ça en Angleterre, certains villages où en fait on commence à organiser la relocalisation des populations parce qu'on sait que ça va coûter, ça n'a aucun sens économiquement d'essayer de reconstruire après chaque submersion marine. Donc on commence à évacuer des endroits. Il y a des exemples récents d'Angleterre qui avaient pas mal tourné dans la presse. Pour les inondations, donc là, c'est un peu plus dans le nord, notamment nord-est. On a déjà eu 80% d'événements extrêmement plus depuis 1980, donc ça a déjà commencé. Et on pense que, évidemment, les dommages devraient continuer à augmenter. Pour les tempêtes, chaque année, on a environ 1 milliard de
de dommages par an. Et là, on voit bien que c'est pas du tout linéaire les coûts associés en fonction de la violence des événements. Et pour les feux et les incendies, bah là, ça va devenir un sujet là où ça ne l'était pas trop. Donc ça va être assez nouveau. Et ça va être beaucoup plus difficile à les gérer dans des endroits où on pensait à peu près arriver à gérer ça sur la moitié sud de la France. Donc là, rappel au passage, 90% des départs de feu ont une cause humaine. Donc il y a des vrais sujets d'adaptation, de sensibilisation pour ne pas rendre ingérable une situation qui va déjà devenir très compliquée. Et on a vu à Los Angeles ce qui a pu se passer. Donc, si on va sur à quel point les bâtiments, le parc immobilier français est exposé à ces aléas, donc à plus 4 degrés à la fin du siècle, en fait, on voit que les vagues de chaleur par rapport au parc, en fait, c'est globalement tout le monde, 95% près, qui sera très fortement ou fortement exposé à des vagues de chaleur. Sécheresse et retrait gonflement d'argile, c'est un peu plus binaire. Soit on est sur un terrain argileux et là on va être très fortement exposé, et c'est une part importante du parc, soit c'est un peu moins important. Inondation, c'est un peu moitié-moitié, soit très fortement exposé, soit c'est moyennement exposé. Et après, feu et incendie, c'est un peu moins large. Néanmoins, si on regarde que les zones, on va dire, vertes en haut, on voit que globalement, il n'y aura pas vraiment d'endroit qui va être épargné pour être épargné déjà vague de chaleur, tout le monde. Et ensuite, les autres sujets, pour être pas sur les feux, les incendies, pas les inondations et pas les sécheresses, faut vraiment être à certains endroits en France. Et donc, il n'y en aura juste pas assez. On va sûrement avoir de plus en plus de personnes qui cherchent des havres climatiques ou des zones moins exposées. Il y a un exemple récent aux États-Unis qui serait amusant si ce n'était pas tragique, où dans tous les comptes américains, il y avait une analyse qui avait été faite et il y avait certains endroits qui avaient été identifiés comme étant parmi les moins exposés. Donc des personnes ont commencé à s'y installer, manque de peau, il y a eu des inondations et le village a fini un peu en sale état. Donc globalement, ça va être le sujet de tout le monde pour jusqu'à la fin de nos vies et à la fin de la vie de nos enfants. Avant de parler de maladaptation, peut-être une autre petite question sur votre niveau d'expérience sur l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Pour savoir si vous êtes... Vous vous informez, vous découvrez, vous avez déjà des solutions qui étaient mises en œuvre ou vous êtes vraiment avec déjà des retours d'expérience, vous pilotez des projets d'adaptation sur le sujet. Et Jean-Jacques m'indique qu'il y avait déjà des exemples de relocalisation de submersion marine dans la Manche. Donc effectivement, c'est pas que chez nos amis outre-Manche. Je vais pouvoir mettre fin au sondage. On a eu 92 réponses. Merci Clara. Je vous partage les résultats. Ok, du coup, on est moitié, on s'informe, et moitié, on est déjà en train de mettre en œuvre des solutions. Donc top. Et des incendies dans l'Ariège. Alors, je vois que le chat commence à s'enflammer avec tous les malheurs qui peuvent arriver en France. Alors, propos de malheur, de fausses bonnes idées, la maladaptation, donc là, ce que vous voyez, ce sont des monoblocs individuels de climatisation posés sur des façades. On a quelques-uns. Parfois, il y en a beaucoup. Là, je n'invente, c'est pas une image générée par une IA, c'est une photo en Chine. Donc, ça, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. La question, c'est pourquoi. Donc, maladaptation, climatisation individuelle en ville. Donc, pour un peu penser le sujet, il faut se dire, c'est quoi l'aléa ? Ici, c'est vague de chaleur. Sur quel type de bâtiment on va l'avoir, cette maladaptation ? C'est typiquement des logements collectifs et individuels et des bureaux, plus que des usines qui sont hors de ville, etc. C'est quoi la réaction de maladaptation ? C'est en fait acheter une climatisation réversible individuelle peu avant ou juste après un épisode de canicule. L'année dernière, il y avait 1,3 million d'appareils qui ont été achetés. À ce rythme, tout le monde en aura une en 2050. Donc voilà, c'est en cours. Pourquoi c'est gênant ? En fait, c'est tout bête, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on a de la fraîcheur à l'intérieur, c'est qu'il y a de la chaleur à l'extérieur. Donc en fait, ces climatisations relâchent de la chaleur dans les rues. Donc ça amplifie l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui est déjà un sujet.
Et ça va en plus augmenter la consommation d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Après, on peut avoir une électricité plus ou moins décarbonée en France, ça va. Mais il y a également les liquides, des fluides frigorigènes qui sont des gaz à effet de serre eux-mêmes. Et donc, il y a des sujets de maintenance de ces appareils qui peuvent relâcher ces gaz. Donc, on rajoute des émissions à la maladaptation. Et donc, il y a des solutions pour éviter ça. Typiquement, avoir des solutions passives, des toitures végétalisées, des arbres pour l'ombrage, déjà pour réduire l'îlot de chaleur urbain et limiter le besoin de fraîcheur. Utiliser des matériaux on a également des pare-soleil, enfin, il y a plein de solutions qu'on peut mettre en place. Utiliser des matériaux à forte inertie thermique pour réguler la température intérieure. Donc ça, c'est des sujets de travaux, isolation par les façades ou par l'intérieur, même si on y perd quelques centimètres qui peuvent coûter cher dans certaines villes. Et après, il y a des sujets. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place à une échelle relativement locale, soit en tant que propriétaire, soit au niveau d'une copro. Et après, il y a des sujets qui vont être à plus grande échelle, typiquement des systèmes de refroidissement collectif comme des réseaux urbains de fraîcheur. On a quelques-uns, mais qui sont plutôt dans du tertiaire. Mais il y a un sujet de potentiellement les généraliser. Et également de la géothermie urbaine avec un stockage intersaisonnier. Du coup, je fais une évidente passe à Pierre qui veut sûrement nous en dire un peu un mot, vu que c'est notamment ça que propose Accenta. Sur la partie géothermie et dans quelle mesure ça permet sur certains bâtiments d'éviter d'installer de la climatisation. Je ne sais pas, Pierre, si tu nous entends. Oui, Ouais. oui, oui. J'en dis deux mots dès maintenant. Il est clair que ce qui est assez formidable avec la géothermie, c'est que vous faites un investissement et cet investissement, il vous permet de chauffer le bâtiment avec comment dirais-je, une compétitivité par rapport aux énergies fossiles qui est dès à présent alors qu'il y a besoin encore un peu de subventions, mais qui est crédible, qui est faisable. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que en même temps que cette capacité à chauffer les bâtiments de manière décarbonée, hein, parce que c'est moins 95% d'émissions de CO2 par rapport au chauffage au gaz, c'est-à-dire dans les chiffres que tu as présentés, Laurent, en début de présentation, la totalité de ce qui est demandé, notamment dans la stratégie nationale bas carbone pour la décarbonation des bâtiments, eh bien, avec un système énergétique comme la géothermie, on fait l'ensemble du chemin de la décarbonation sur près de 75% de la problématique, hein, parce que le chauffage et la clim est responsable de 75% des émissions de CO2. Et cerise sur le gâteau, ça permet aussi de faire soit un rafraîchissement, soit une amélioration des rendements de la climatisation et donc baisser la consommation énergétique et donc baisser les émissions de CO2 de la climatisation, tout ça dans un même investissement. Donc, par exemple, des gens comme les foncières de logements sociaux, hein, qui ont des parcs absolument énormes. Je pense à Action Logement, par exemple, en France, 1,2 million de logements en gestion, c'est la plus grosse foncière européenne. Eh bien, ils ont aujourd'hui sur ce parc 800 000 appartements chauffés au gaz et ils ont défini un plan d'action où, bien sûr, ils se connectent d'abord au réseau de chaleur quand la collectivité a fait les investissements, si ce réseau de chaleur est décarboné. Et puis derrière, ils envisagent l'utilisation de la géoénergie qui vraiment permet de répondre à plein de problématiques que les logements sociaux ont. Un, dérisquer les locataires par rapport au coût et à l'inflation autour des énergies fossiles. Et deux, amener de l'adaptation en faisant un rafraîchissement gratuit en été. Alors, c'est de quelques degrés, hein, on va parler là de géocooling, mais de 2-3 degrés qui vont quand même considérablement améliorer la vie des habitants. Donc, c'est vraiment une technologie assez formidable. Il y en a bien d'autres, mais ça montre qu'il y a des solutions dès à présent disponibles
et pour à la fois contribuer à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation. Et là, un point intéressant, c'est que pour l'adaptation, ça va plutôt être un cocktail de solutions qu'une solution unique où bah, voilà, on installe un appareil et ça permet de résoudre le problème et on choisit la température qu'on veut dans sa chambre. Là, je vois qu'il y a d'autres exemples sur des brasseurs d'air au plafond, le fait Bien de sûr. penser à végétaliser. Du coup, faut un peu, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Bah, le deuxième meilleur moment, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a également des solutions sur l'utilisation des systèmes de refroidissement qui permettent d'utiliser la vapeur dans l'air pour capter la chaleur et donc de gagner quelques précieux degrés. En fait, c'est plutôt un panel de solutions qui permet de répondre, alors qu'on cherchait plutôt une solution unique à un problème qui nous fait un peu peur. On va aller plus en détail après. Ces solutions sont à différents niveaux, donc oui, il y a d'évidents sujets de coordination et de planification de l'adaptation. Donc ça, c'est un sujet où on commence à le voir et on voit quel est le panel de solutions pour éviter la maladaptation. On a d'autres sujets qui sont peut-être un peu plus compliqués. Par exemple, sur les sécheresses avec retrait gonflement d'argile, bah, ça va concerner donc notamment des maisons individuelles, mais ça peut concerner également d'autres bâtiments. La réaction à date, c'est que en fait, les assurances sont prévues pour indemniser les dommages. Donc, on va réparer et potentiellement juste réparer les dommages, reconstruire à l'identique. Le problème, c'est que vu que le bâtiment est là et que on ne peut pas forcément changer ou faire des reprises sur fondation qui seraient très coûteuses, on va avoir le sinistre qui peut réoccurrer. Et il y a un rapport du Sénat qui indique que globalement, le régime catastrophe naturelle ne va pas être en mesure de faire face à l'évolution des dommages à iso-situation. Donc, on parle d'un triplement du coût des dommages. Donc, ça serait sur 30 ans, plus de 40 milliards d'euros de sinistres, donc 3 fois plus que ce qu'on a eu sur les 30 années précédentes. Et peut-être qu'on n'a pas trouvé lors de la préparation de la table ronde de la solution magique, mais globalement, les études sont en cours pour voir c'est quoi l'adaptation réactive la plus pertinente, parce que ça coûterait également des dizaines de milliards d'euros par an si on voulait faire une sorte de rétrofit ou d'adapter tout le parc actuel à ce risque. Donc c'est un des sujets sur l'adaptation qui est complexe, c'est que sur pas mal de sujets, on ne sait pas à quelle vitesse va se produire le problème. On peut avoir des coûts qui deviennent vraiment démentiels quand ça se généralise. Et on n'a pas encore la réponse claire ou le bouquet de réponses à mettre en œuvre avec en plus des technologies dont les coûts ont pu baisser pour éviter une maladaptation. Donc là, c'est un peu frustrant, mais c'est la réalité qu'on n'a pas toutes les réponses, et d'où l'importance de faire des études d'impact, tester des technologies et planifier notre adaptation, parce que sinon la réponse actuelle va être soit une fausse bonne idée, soit tout simplement hors de prix. Donc, J'ajouterais même, Laurent, les assurances, de plus en plus, n'indemnisent pas ces dommages. mm, Les assurances travaillent sur une évaluation des risques, de plus en plus sur l'évaluation des risques climatiques physiques, ce qu'elles ne faisaient pas forcément il y a 10 ans, et excluent ce genre de dommages parce que ça va justement arriver beaucoup plus vite. Donc en fait, les assurances sont un peu en avance sur le bâtiment, sur ces sujets-là, et ça va imposer un problème économique bien plus tôt que ce qu'on pense. oui. Oui, parce que si on n'a pas d'assurance privée, dans ce cas, on tombe sur un régime catastrophe naturelle, donc c'est la collectivité qui paye. Mais du coup, ça va quand même être trop cher pour tout le monde, parce que ça arrive juste en second rideau. D'abord, les acteurs privés font l'analyse économique et décident de sortir du marché. Après, reste la collectivité. Et donc là, comment on sort du problème? En fait, on n'a pas encore toutes les réponses. Et on a eu l'exemple, donc là, l'exemple me vient sur Los Angeles, où il y a des polices d'assurance qui avaient été justement pas renouvelées quelques mois avant l'incendie, parce que les assureurs avaient fait leur analyse et s'étaient dit, en fait, on peut pas avec les problèmes d'assurance être capable de couvrir les risques. Et ça, c'est un autre type de maladaptation. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'était le régulateur qui avait capé l'augmentation annuelle des primes d'assurance, de mémoire à 10 ou 15%.
ce qui n'est pas suffisant par rapport à l'évolution des risques, mais qui part d'une bonne intention pour pas que les assurances deviennent prohibitives. Résultat, ça détruit la possibilité d'avoir une assurance privée, et résultat, on a des maisons qui ont brûlé sans avoir d'assurance. Donc, on peut se renvoyer les balles, mais à un moment, les aléas se matérialisent en risque, et moins on anticipe, plus on se retrouve avec des actifs échoués et des gens qui perdent leurs biens immobiliers sans être assurés. Donc, c'est un sujet. On va peut-être essayer d'apporter un peu d'optimisme et quelques pistes de solutions. Alors, pour penser à ces solutions, une fois de plus, il n'y a pas une solution unique. Donc, en fait, il faut impliquer plein d'acteurs à plein de niveaux. Donc là, pour l'exemple qui nous intéresse, à savoir les bâtiments, il ne faut pas juste penser au niveau du bâtiment. Il y a des sujets au niveau de l'État, des régions, des départements, de la ville, du quartier, du bâtiment, du logement et des individus. Voilà, c'est vraiment des poupées russes. Et il y a plein de types d'acteurs. Là aussi, on va avoir le gouvernement, acteurs publics, les bailleurs sociaux, des promoteurs privés, des architectes, des constructeurs, les propriétaires notamment individuels ou les gestionnaires des foncières, et les locataires. Et j'ai oublié d'autres acteurs, la maintenance, etc. Il y a plein d'acteurs à impliquer. On ne va pas prétendre être exhaustif sur les leviers d'action, mais c'est juste pour en donner quelques-uns, pour faire un peu comprendre que c'est un bouquet de solutions. Au niveau du gouvernement, des acteurs, en fait, il faut définir des lois, on va parler. Je dis pays, mais il y a évidemment la maille européenne. Au niveau des régions et des départements, en fait, il y a des analyses de risques à réaliser et il y a des réseaux adaptés, des réseaux d'eau, d'énergie, de télécom, de secours. Donc là, c'est pas le bailleur social qui va s'en occuper. Donc ça doit être coordonné, mais pas forcément au niveau national. Le bon niveau, c'est régional ou départemental. Il y a des villes qui doivent anticiper. Par exemple, la ville de Paris a sorti un PLU bioclimatique et un rapport fort intéressant sur Paris à 50 degrés. Ensuite, il y a au niveau du quartier, donc là, c'est une question, est-ce que c'est... j'ai simplifié ville pour ne pas parler des intercos et des agglomérations, mais on voit bien qu'il y a cette maille-là. Mais après, les actions concrètes, on va les avoir au niveau des quartiers, par exemple, ouvrir des cours d'école pour en faire des îlots de fraîcheur. Ça va plutôt être de la responsabilité d'un maire d'arrondissement de coordonner ça, ainsi que de la responsabilité du personnel de l'école. Il y a les éléments au niveau du bâtiment. Il y a le fait de définir des normes de performance énergétique, par exemple. Au niveau du logement, on peut décider d'interdire à la location certains logements. Et après, pour les individus, la puissance publique a des choses à faire en termes de sensibilisation, simplifier les démarches, les fameux guichets uniques qu'on veut mettre en place pour les rénovations, et évidemment subventionner, parce qu'il n'y a pas de raison que les gens aient les sous pour s'adapter. C'est pas forcément anticipé. Du coup, comment on lisse la charge dans le temps pour que ça soit faisable pour tout le monde. Autre exemple, je vais pas être un peu moins détaillé, mais et peut-être que les bailleurs sociaux ne jouent pas à tous les niveaux, mais à minima, les bailleurs sociaux, ils doivent eux, penser au niveau pas juste des bâtiments, mais de tous les quartiers, donc sujet de développement d'éco-quartiers. Au niveau du bâtiment et des logements, il y a tout un sujet de planification des rénovations thermiques. En fait, ça c'est un peu le cœur de métier des bailleurs, de faire ce qu'on appelle la planification stratégique du patrimoine, savoir comment on phase les travaux dans le temps. En fait, il y a un gros sujet de stratégie climatique, de réduction des émissions et d'adaptation. Et il y a un sujet également de sensibilisation auprès des locataires, donc auprès des individus, qui doit être porté par les bailleurs sociaux. Plus rapidement, donc les promoteurs, architectes, constructeurs, et on pourrait également ajouter les bailleurs, ils doivent contribuer aux normes et donc prendre la parole vis-à-vis des pouvoirs publics pour dire nous, les retours du terrain, c'est ça, voilà ce qu'on pense qu'il faudrait mettre en place, généraliser, voilà les fausses bonnes idées. Et après, au niveau du quartier, on a également pour les architectes des sujets de conception bioclimatique pour anticiper et construire aujourd'hui le bâtiment qui sera prêt pour le climat de demain et d'après-demain. Les constructeurs, ils ont un sujet notamment sur l'utilisation des produits biosourcés, favoriser le réemploi, être capable de faire plus de business model qui bascule vers la rénovation, monter en compétence sur les sujets d'isolation, parce qu'on a encore beaucoup à apprendre dessus. Donc on voit que c'est des sujets au niveau, surtout quartier, bâtiment, logement pour ces acteurs-là. Les propriétaires, c'est eux ultimement qui vont devoir financer les sujets de rénovation thermique ou la rendre possible.
Et les locataires, ils peuvent avoir des sujets d'équipement, idéalement pas juste de la clim individuelle, et des sujets d'évolution de son mode de vie. Bon, c'est des recettes ça peut paraître un peu recette de grand-mère, mais les rideaux, fermer les volets, aérer la nuit, ce genre de choses qui peuvent paraître un peu dérisoires, mais qui en fait permettent de gagner quelques degrés. Je donnais ici l'exemple la chaleur, parce que c'est un élément classique, mais il y a aussi le fait de suivre enfin, être plus alerte sur les risques qu'on a autour de soi, prévenir ses proches, éviter de rajouter des crises aux crises, et ce qui peut parfois avoir une issue fatale. Donc voilà c'est pas du tout exhaustif, et c'est pas l'objet, mais c'est juste pour dire comment il faut concevoir le sujet. Si vous voulez plus de détails, on a mis quelques références en lien. Ensuite, si on réfléchit à ces solutions, comment on peut les organiser ou les concevoir, en fait, il y a plein de types d'aléas. En fait, on a différents types de réponses qu'on peut mettre en œuvre à différentes phases et à différentes mailles. Donc, les types de réponses, on pense tout de suite aux réponses technologiques. Matériaux, énergie, connectivité, voilà, on va avoir un matériau qu'on va connecter avec de la 5G qui va avec des nanos, je ne sais quoi. Non, en fait, il y a des sujets avec la technologie, c'est utile, mais c'est pas tout. Il y a des sujets d'usage et de comportement, et il y a également des solutions basées sur la nature, de végétalisation, de récupération des eaux, qui sont au moins aussi importantes que les autres solutions. Et dont on peut être peut-être un peu moins familier ou se dire que c'est un peu moins sérieux, qu'on les maîtrise moins, alors qu'en fait, c'est vraiment des alliés sur lesquels on doit impérativement s'appuyer. Ensuite, il y a on va dire, les étapes de mise en œuvre. En fait, vu qu'on construit un actif, il y a la phase de conception, de construction, de rénovation, d'exploitation. En fait, on peut agir et on doit agir à toutes ces étapes. Et ça va être beaucoup plus coûteux et complexe d'agir sur l'exploitation si on n'a pas conçu les choses en amont. Là-dessus, Eve, je pense que tu avais un exemple sur des largeurs de gaines que j'ai trouvé assez parlant. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, oui, c'est très simple. Nous, aujourd'hui, dans le logement, on va avoir un problème de réponse aux vagues de chaleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le logement, notamment en France, mais en Europe en général, il n'y a jamais de climatisation qui est prévue. On sait que dans 5 ans, ça va commencer à être un problème avec plus de 30 jours par an de canicule. On veut éviter la maladaptation. Comment est-ce qu'on anticipe dès maintenant la réponse du coup à cet aléa sans que les gens viennent et achètent leur propre climatiseur? Et donc il y a effectivement les réseaux de chaleur, etc. Sauf que toutes ces solutions-là, si à la construction on n'a pas prévu d'avoir des gaines assez grandes pour faire passer de l'air froid en plus de l'air chaud, ou en tout cas de la climatisation réversible, ça va être énormément de travaux à ce moment-là d'adaptation. Donc il y a un vrai travail à faire sur la conception du bâtiment dès maintenant, ou même il y a 10 ans, pour le faire. Euh, et je pense qu'on manque, en tout cas dans le logement, on manque encore de compétences là-dessus, et de vision sur les mesures d'anticipation qu'on doit avoir. Mais on va y arriver. Tout à fait. Et bon, je reviens pas dessus, mais il y a évidemment la maille géographique qui joue. Et ensuite, quand on parle d'un bâtiment, en fait, ça va des fondations au toit, en passant par l'enveloppe, etc. Donc, il y a des solutions partout. Évidemment, on va pas avoir le temps de toutes les raconter. Je peux juste vous parler d'une excellente source qui est l'Observatoire de l'immobilier durable, qui a fait un guide vraiment remarquable, qui a listé plus d'une centaine d'actions d'adaptation. Elles sont vraiment détaillées, où est-ce qu'elles s'appliquent, facilité de mise en œuvre, etc. Donc, donc là, c'est un exemple d'action où on joue sur le toit avec un revêtement à fort albédo, une toiture végétalisée. On anticipe le jour où il y a des problèmes. On peut avoir des zones de refuge d'inondation en étage, des brises-soleil, un jardin de pluie, une façade végétalisée. Enfin, on va pas tous les lire, mais c'est juste pour illustrer le fait que c'est un bouquet de solutions qu'il faut concevoir de manière cohérente. Se dire qu'est-ce qu'on met en place maintenant, qu'est-ce qu'on met en place, on a déjà le bâtiment, qu'est-ce qu'on doit mettre en place au fil de l'eau ou lors d'une rénovation profonde, et qu'est-ce qui doit être un peu au fil de l'eau, notamment sur les sujets de sensibilisation. Donc voilà, je pense que ça serait pas réaliste d'essayer de rentrer dans le détail de chacune. Simplement,
sur ce guide, vous avez vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples avec comment le mettre en œuvre, les repères de suivi, les niveaux de performance qu'on peut atteindre, etc. Donc c'est vraiment une ressource précieuse. On a de la chance en France d'avoir des acteurs qui ont fait cet effort de synthèse et de rendre ça pratique pour les acteurs du secteur. Et j'ai plutôt laissé Colonize et Accenta parler de ce qu'ils font. Donc, Eve, je te laisse la main. Ah, Eve, vous avez votre Excusez-moi. micro Ça coupé. y est. Voilà, Changé mon micro. Peut-être juste en introduction pour que les public comprenne un petit peu mieux ce qu'on fait. Je voudrais vous parler des différents types de contrats et d'activités qu'on a. Aujourd'hui, on a donc différents types de produits, on l'a vu. On a des résidences en gestion, soit des résidences étudiantes, du co-living ou des appartements individuels. Ça peut être des résidences entre 200 à 20 000 mètres carrés. On peut avoir jusqu'à 500 locataires. Et en général, c'est des projets qui sont portés par des promoteurs qui viennent et qui nous interrogent comme opérateurs. Et nous, on va venir et on va les assister dans les rénovations lourdes et l'aménagement de la résidence en fonction de l'usage qu'on va avoir. Donc là, notre mission sera vraiment de créer les spécifications de travaux et d'aménagement et de négocier avec eux ce qu'on veut mettre en place, l'ameublement et puis la commercialisation, la gestion. On a une deuxième activité qui est d'accompagner des investisseurs dans la construction de portefeuilles, notamment d'appartements, mais ça peut être des maisons, en colocation. De la colocation classique, hein, comme vous connaissiez peut-être quand vous étiez étudiant, entre 4 et 7 locataires. Et là, notre mission, c'est à la fois de trouver les appartements, de conduire nous-mêmes la rénovation, et si possible de la rénovation énergétique, toujours l'ameublement, la commercialisation et la gestion. On a une troisième activité qui est un petit peu plus ponctuelle, qui est assez nouvelle, qui est l'occupation temporaire de résidences seniors. Aujourd'hui, on a des acteurs de résidences seniors qui ont beaucoup de mal à remplir euh, très vite, en fait, les nouvelles résidences qu'ils mettent sur le marché. Et donc, nous, on intervient sur du remplissage, en fait, avec notre public, donc qui sont plutôt des actifs ou des jeunes actifs. Et donc là, nos missions se cantonnent dans la commercialisation et la gestion de ces unités pour une durée de 1 ou 2 ans, le temps que eux trouvent un locataire adapté. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner le contexte, si vous voulez. Euh, et évidemment, suivant nos différents types d'activités, on va avoir différents leviers d'atténuation selon les projets. On va évidemment avoir un levier de rénovation énergétique, donc notamment sur les petits assets, mais sur les gros projets qu'on fait avec des promoteurs, on va aussi essayer de négocier au maximum des clauses, des niveaux de certification, des niveaux des exigences ou des critères, notamment de la taxonomie, etc., avec les promoteurs et avec les investisseurs. C'est un petit peu plus simple à faire avec les investisseurs qui ont une vision très long terme, un petit peu moins avec les promoteurs qui ont une vision très court terme, mais c'est quelque chose qui avance assez bien. Notre deuxième levier, c'est évidemment l'ameublement, puisque là, pour le coup, ça va concerner l'ensemble de nos résidences. Et on va vraiment agir sur tout ce qui est favoriser la seconde main, le Made in France, le type de matériaux qu'on va utiliser, les certifications, etc. Notre troisième levier d'atténuation, ça va être les consommations d'énergie dans nos assets, évidemment. Ça, on va céder de la rénovation énergétique dans un premier temps, comme tu en parlais, Laurent, l'isolation, la ventilation, et puis la mise en place d'équipements performants, donc équipements de chauffage, et en dernier lieu, je dirais, la sensibilisation des locataires, parce que ça reste un impact assez un petit peu moins à notre main, on va dire. Donc, on va d'abord essayer d'agir sur le bâtiment. Mais si on parle vraiment des solutions donc d'adaptation, on va dire, alors, on en a parlé de plusieurs. Euh, Dans les solutions d'adaptation, on peut parler de la réversibilité du bâtiment, on peut parler de l'économie circulaire, on peut parler du changement des comportements justement avec les locataires. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une solution vraiment précise sur l'usage et comment est-ce que finalement on-
au-delà du bâtiment, comment est-ce qu'on va adapter nos villes aux nouveaux usages. Et nous, la solution qu'on a chez Colonies, c'est l'habitat partagé. Donc, déjà parce que ça répond aux évolutions sociétales. On sait qu'on a une augmentation du nombre des ménages. Aujourd'hui, on estime en France environ 360 000 nouveaux ménages par an qui sont dus à l'augmentation des divorces, des familles monoparentales, des recompositions familiales, du célibat prolongé, etc. Et donc, on va avoir euh, un besoin de nouveaux logements par an qui augmente énormément. Et le neuf, pour le coup, les programmes neufs ne suivent pas, et on ne veut pas forcément qu'ils suivent d'ailleurs. Mais il va falloir qu'on mette en place des solutions pour répondre à ce besoin sociétal sans pénaliser l'environnement. Et donc, l'habitat partagé, pour moi, c'est en fait, un formidable outil d'adaptation au changement climatique parce que ça nous permet plein de choses. Ça nous permet de mutualiser les mètres carrés et donc de réduire les nouvelles constructions avec tout ce que ça consomme comme ressources. Ça nous permet d'éviter l'artificialisation des sols avec de nouvelles constructions. Ça nous permet aussi plus facilement en fait d'utiliser des bâtiments qui l'étaient plus vraiment ou qui l'étaient mal. Nous, chez Colonies, on a transformé pas mal d'immeubles de bureaux en co-living, où c'est des immeubles qui en général sont assez difficiles à adapter en logement classique. Le co-living, pour le coup, avec les espaces partagés, permet un petit peu mieux d'adapter et de rénover ces bâtiments. Et puis, évidemment, ça permet une mutualisation des équipements, les équipements de cuisine, les électroménagers, les espaces communs, qui nous permettent de diminuer la production de biens et de consommation de ressources. Si Laurent, tu vas sur la slide d'après, c'est intéressant. L'année dernière, avec Axio, justement, on a essayé de calculer le carbone évité par Colonies. Donc, en gros, on va comparer un scénario de référence où on n'existe pas avec un scénario où Colonies existe et on va étudier différents leviers qu'on a qui sont notamment la rénovation énergétique et en fait ou la mutualisation des équipements. Et on voit que c'est ce dernier finalement, le fait d'avoir un design durable, des matériaux enfin des équipements en commun qui va avoir le plus d'impact dans l'évitement carbone, qui va nous permettre d'économiser, entre guillemets, le plus de carbone. Donc on sait que ce sont des solutions qui fonctionnent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix que de repenser les usages et d'envisager une ville qui est adaptée à ces défis-là, et ça passe nécessairement pour moi par le logement partagé, par l'économie de la fonctionnalité, par le fait de repenser les bâtiments existants. Je crois que les statistiques, c'est 80% des logements de 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on récupère ces bâtiments-là et on les adapte pour répondre aux besoins à la fois sociétaux et à la fois environnementaux. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que on voit bien que ça n'a pas de sens de dire atténuation versus adaptation, parce qu'en fait, le fait de réduire les émissions permet de penser un habitat de demain qui est plus adapté à des risques climatiques qui vont liés à tout ce qui peut arriver dans une ville en particulier. Et ça a également des co-bénéfices sur, par exemple, la biodiversité, parce qu'on réduit le besoin d'artificialisation de mètres carrés. Donc, par contre, ça nécessite d'inventer des modèles qui sont, on va dire, innovants, pas juste sur on va dire la manière d'organiser des espaces, mais également sur les modèles de propriété, les modèles de financement. Donc, on voit qu'il y a plein de pièces à mettre ensemble pour que le puzzle s'assemble et qu'on arrive à apporter une solution globale qui soit pérenne, parce que ça sert à rien de se lancer avec une belle idée si en fait dans 5 ans ou dans 10 ans elle est dépassée, parce qu'en fait on est sur des actifs qui ont une durée de vie qui est longue et les actifs sont déjà là, les gens sont déjà à des endroits et on va pas faire déménager toute la France sur la moitié nord. Il va falloir trouver des solutions qui partent de l'existant. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant d'avoir également, Pierre, que tu rentres dans le détail de comment fonctionne Accenta d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue bénéfice et business model, comment vous avez réussi à un peu mettre ensemble toutes les pièces du puzzle. Tu es en silencieux. Voilà, me C'est revoilà. mieux.
j'ai envie aussi d'élargir un tout petit peu le propos et illustrer ces besoins de changement et ce que peut apporter la géothermie au changement, et montrer au fond que on a toutes les solutions disponibles, et qu'il faut qu'on change un petit peu notre état d'esprit pour passer dans ce nouveau monde bas carbone. Et je suis assez frappé à quel point, certes, je ne vais pas nier les incroyables difficultés techniques, les incroyables difficultés financières de la transition, de l'adaptation, mais, d'usage, vraiment, il faut aussi se révolutionner pour voir les choses autrement. Et, euh, et je voulais 2 secondes faire un petit peu la somme des intérêts pour la société de la géoénergie, et montrer qu'on se demande pourquoi on n'a pas déjà utilisé cette techno depuis longtemps. Alors certes, il y a des évolutions technologiques importantes comme le géostockage qui permet de faire, pour faire simple, moins cher, donc plus compétitif par rapport aux énergies fossiles et plus sécurisé. J'y reviendrai rapidement. Mais la géothermie, on en a déjà parlé, c'est un investissement pour résoudre 2 problématiques, la décarbonation du chauffage, mais aussi le rafraîchissement bien nécessaire avec le réchauffement climatique. C'est une techno qui est universelle, c'est-à-dire que 97% des sols dans notre pays sont éligibles à installer une solution de géoénergie. Alors certes, avec quand même des limitations opérationnelles, parce que si vous voulez, quand vous êtes en neuf, vous mettez les champs de sonde géothermiques sous le bâtiment. Quand vous êtes en rénovation, et la rénovation, c'est quand même le gros morceau, hein. On construit moins d'1% du parc immobilier par an. Donc, si on ne veut pas mettre 100 ans, même plus de 100 ans, il faut évidemment s'attaquer à la décarbonation du parc existant. Et dans le parc existant, même si 97% des salles sont éligibles, il y a quand même nécessité d'avoir de la place à côté des bâtiments. Et donc, certainement que c'est des technologies qui sont plus petite couronne, grande couronne, province. Pour autant, juste pour vous illustrer ces limites, à Paris, 60% des routes sont disponibles pour mettre en place des solutions de géoénergie. Donc, vous voyez, en changeant nos modes de pensée, on peut déployer de la géoénergie partout, et c'est donc une solution universelle. Annexement, on travaille dans le monde entier, que ce soit en Chine ou partout en Europe. C'est une solution qui est abondante et durable, c'est-à-dire que à la fois le sol régénère de la chaleur, mais avec le géostockage, capturer la chaleur de l'été pour l'amener en hiver et capturer le froid de l'hiver pour l'amener en été, c'est quelque chose qui pourra toujours marcher et qui sera au rendez-vous sans diminution de la ressource. C'est des gains à la fois énergétiques, hein, en rénovation, moins 70% de consommation d'énergie, et des gains de carbone très considérables, puisque c'est moins 95% de carbone. Je rajouterai un truc, c'est que des détails, mais vous allez voir que dans mon discours, je suis quand même obsédé par la dimension économique. C'est pas pour des histoires de business, c'est que la transition n'aura pas lieu si on n'est pas capable de la financer. Et donc, toute personne impliquée dans la mise au point de stratégies de transition ou d'adaptation doit penser le pendant, qui est comment la société peut se le payer. Et plus c'est à isopérimètre de charge, plus la scalabilité des modèles est envisageable. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, il faut prendre en compte énormément la dimension financière. Mais dans la dimension financière, on va devoir aussi sortir de cette culture du jetable, d'avoir des technologies qui tiennent quelques années. Eh bien, la géoénergie, les installations de géoénergie, les champs de sonde dont on parle, c'est à durée de vie d'une centaine d'années.
Donc, c'est à la maille du bâtiment. Quand on investit dans un bâtiment, on investit pour 50, 100 ans. Eh bien, là, on a une technologie, c'est pas une navette spatiale, hein, c'est de la low-tech qui peut compléter le bâtiment dans sa dimension bas carbone. Et pour la société, c'est des investissements qui durent extrêmement longtemps. Donc, c'est extrêmement vertueux. Et puis enfin, il faut comparer dans tout, je suis bien d'accord avec ce que tu disais, Laurent, ce sera un patchwork de solutions, la solution, mais chaque solution a des externalités. Et je ne dis pas que la géoénergie n'a pas d'externalités, mais elle en a très peu. On peut parler, elle n'a pas de rejet de chaleur fatale et de génération des îlots de chaleur. Elle n'a pas quand on est en basse enthalpie, c'est-à-dire basse température, on n'a pas de modification du sous-sol, pas de dilatation du sol, pas de perturbation des micro-organismes sur les premiers mètres de la Terre. Bref, elle ne génère pas de particules fines. Bref, il faut comparer les solutions aussi dans leurs externalités, et la géoénergie a de grandes qualités là-dessus. Et puis, je m'excuse parce que toutes les professions disent ça, mais c'est quand même vachement important. C'est des solutions locales. Et donc, ça fait de l'emploi localement et ça fait de l'énergie locale. Ça veut dire qu'on n'importe plus des énergies fossiles de l'autre côté de la Terre ou des terres rares de l'autre côté de la Terre. Et donc, moi, là, je fais la pub de la géoénergie, mais pour montrer à quel point, en changeant notre état d'esprit, il y a autour de nous des solutions disponibles, compétitives par rapport aux énergies fossiles. Il faut juste changer notre manière de penser et les mettre en place. Si on regarde la diapo d'après, bon là j'ai pas trop décrit, mais c'était bon. Je vais vous passer ça, mais tout ça pour dire, là je vous ai parlé un peu de low-tech, mais en fait vraiment je voudrais insister sur le fait, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est imbitable, mais je vous dire quand même que la technologie est source d'efficience. Alors, je suis bien d'accord que les data centers de l'intelligence artificielle sont des gros problèmes, mais je vous assure que dans la maîtrise de la demande dans les bâtiments et, par exemple, dans l'optimisation du géostockage pour que ce soit le plus efficient, la technologie, nous, chez nous, on a fait un programme de recherche avec des grands laboratoires de 3 ans pour optimiser la demande en énergie du bâtiment et la performance du géostockage. Et on arrive à faire un géostockage, c'est-à-dire un stockage intersaisonné amenant la chaleur de l'été en hiver et vice-versa, en ne perdant quasiment rien. Et ça, c'est la technologie. Donc, je vous fais grâce de tout ce qu'il y a écrit à l'écran, mais je voudrais passer le message qu'il faut être à la fois low-tech, et la géothermie, c'est low-tech, et je sais pas comment, la deep tech, ou ce qu'on veut, la technologie sert quand même vraiment la transition. Et puis, dernière diapo, ah non, avant-dernière diapo, quelques exemples pour dire que les résultats, parce que véritablement, l'heure est à la sortie du greenwashing. C'est-à-dire, tous nos clients ont fait du greenwashing, et même les prestataires d'ailleurs, pendant 10 ans. Bon, maintenant, on ne peut plus se permettre, et c'est aussi pour que le coût pour la société ne soit pas une arnaque, on ne peut plus se permettre de vendre des technologies qui, soi-disant, font le job, et puis tout le monde part, et advienne que pourra. Ce n'est plus possible. Et donc, le monde bas carbone dans lequel on rentre, c'est un monde bas carbone où des professionnels, super, ça va être des nouveaux métiers et une nouvelle activité économique, mais des professionnels vont devoir assurer au plus grand nombre des performances énergie et carbone qui vont garantir l'autofinancement total ou partiel de la transition environnementale, mais aussi la décarbonation, c'est-à-dire que les tonnes de CO2 économisées promises seront au rendez-vous. Et j'en viens à la dimension financière. Je m'excuse, je m'appuie sur le diapo un peu commercial, mais c'était pour illustrer le truc.
En gros, ce qui est très difficile dans le monde bas carbone dans lequel on rentre, c'est que les modèles économiques sont très différents. Dans le monde carboné, l'entrée dans une technologie coûtait pas cher et le fonctionnement de cette technologie coûtait très cher. C'est typiquement le gaz. Une chaudière en gaz, ça coûte que dalle et derrière, vous payez chaque année beaucoup. Eh bien, le monde bas carbone, c'est strictement l'inverse. Vous avez une marche à l'entrée qui est très lourde. Vous payez une éolienne ou du photovoltaïque, c'est beaucoup plus cher qu'un abonnement à EDF. Euh, mais derrière, votre éolienne, ou votre photovoltaïque, il va vous produire pour très peu cher de l'électricité. Eh bien, c'est exactement pareil sur la thermie, qui est un enjeu bien plus important de la transition parce qu'elle est très carbonée. Et donc, au fond, et nous, c'est ce qu'on a fait en levant pas mal d'argent, et on a mis du temps à comprendre tout ça, mais on l'a compris, on est obligé de donner aux consommateurs pour qu'ils basculent vers le bas carbone le fait que nous finançons la transition de nos clients, nous investissons dans des chaufferies et climatisations bas carbone à base de géostockage, et nous leur revendons des calories et frigories qui sont décarbonés dans des contrats long terme. Il va falloir imaginer des modèles comme ça, des nouveaux modèles qui permettent de lisser la marche à l'entrée dans le monde bas carbone, qui pour le consommateur est trop élevé, mais pour la société est super positive parce que, au fond, on se désintoxique et on se dérisque de notre dépendance aux importations des énergies fossiles. C'est une condition de la scalabilité du monde bas carbone, le financement lissé, et c'est une condition qu'on soit au rendez-vous des dates incroyablement courtes qui sont fixées par le GIEC pour arriver à se décarboner et à travers la stratégie nationale bas carbone aussi. Et si on a fait un refus d'obstacles et qu'on préfère garder les modes de consommation actuels et les types d'enveloppes de bâtiments actuels, en fait, de toute façon, on aura la peine financière qui sera la matérialisation des aléas climatiques qui vont arriver sur les actifs avec des factures, on l'a vu, qu'on ne sera pas capable de couvrir avec des assurances. Donc, on va devoir collectivement trouver des moyens pour aligner le monde financier pour financer la transition de ces bâtiments déjà existants en grande partie, repenser leurs usages, repenser leur mode de consommation, les adapter dans le temps et aligner la finance avec ça. Sinon, de toute façon, ça coûtera trop cher pour tout le monde et on aura des pertes économiques et également des pertes humaines. D'ailleurs, un tout petit mot là-dessus. Dans ce monde trumpien qui se dessine, l'Europe a fait un travail extraordinaire avec les mécanismes d'ajustement du carbone à l'entrée du marché européen, avec historiquement, il y a plus de 20 ans, la création de l'ETS pour les industries, et maintenant la création des ETS, c'est des marchés du carbone, et maintenant la création d'un nouveau marché du carbone pour la mobilité et le transport, la mobilité et le bâtiment, il y a des études qui sont en train de sortir, renchérir énormément le coût des énergies fossiles. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, je vous disais, c'est compétitif par rapport aux énergies fossiles, mais on a encore besoin de l'État français et de l'ADEME pour subventionner nos montages financiers. Eh bien, avec ces mécanismes de marché du carbone, le TS2, on va avoir un coût du gaz qui va prendre une augmentation très significative et on pourra se passer des subventions pour faire basculer vers le monde bas carbone et donc augmenter la scalabilité de la bascule. Et ça m'amène à quelques enseignements avant de prendre le temps pour les questions sur comment donc réussir l'adaptation. Évidemment, on a parlé d'adaptation, mais on n'a pas pu s'empêcher de parler un peu d'atténuation car on aura besoin des deux en même temps. Donc, pour l'adaptation des bâtiments, déjà, un premier point, c'est qu'il faut anticiper le climat de demain et d'après-demain. Donc, c'est pas une mince affaire, évidemment, mais il y a, comparé à la compréhension qu'on pouvait avoir il y a quelques décennies, on est quand même bien plus avancé. Et les modèles climatiques ont quand même une fiabilité certaine, notamment maintenant à des mailles géographiques qui sont plus fines.
Il faut ensuite concevoir les projets à plusieurs échelles et combiner les solutions. Donc, on a lourdement insisté dessus, mais c'est vraiment un des messages clés qu'on voulait faire passer. S'il y avait qu'une seule solution, ça se saurait, on l'aurait déjà déployé à grande échelle, les prix auraient baissé, et ça serait OK. En fait, il faut se poser la question de, étant donné le contexte, le type de bâtiment, le type d'environnement urbain ou rural dans lequel il s'insère et les risques associés, quels acteurs à quelle échelle font quoi. Donc il faut impliquer également des acteurs à tous les niveaux géographiques, un peu en poupée russe, et sur toute la chaîne de valeur, de la R&D aux personnes qui font de la rénovation, en passant par des financements, des guichets uniques. Bref, il va falloir tout mettre en musique. Donc c'est compliqué, mais si c'était simple, on l'aurait déjà fait une fois de plus. Il va falloir, donc Pierre en a parlé, aligner les intérêts financiers et les horizons de temps des acteurs pour que la transition soit rentable, ou transitoirement limiter le besoin de subvention, le temps de mettre en place ces mécanismes de marché, comme on a parlé des ETS sur la partie Energy Trading Scheme, donc les quotas carbone européens sur le secteur du bâtiment, pour limiter le besoin de subvention et profiter du fait qu'il y ait des projets qui vont avoir lieu pour décarboner, pour adapter en même temps. Comme ça, faut absolument faire d'une pierre deux coups. Et c'est un dernier message, pas forcément facile à entendre, il va falloir accepter l'incertitude et faire évoluer ses connaissances et les projets, les bâtiments au cours du temps. Donc, anticiper la réversibilité, Ève en a parlé, accepter un certain niveau de risque et donc avoir un rapport également à l'espace et à la nature qui est différent. On voudrait tous en être maître et possesseur, mais là on a quand même on va dire des rappels à l'ordre qui nous incitent qui nous disent qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité sur ce qu'on est capable de comprendre, ce qu'on est capable de faire et la manière dont on doit réagir à ça. Voilà, donc pour cet exposé, il reste quelques minutes et on peut, au moins côté Axio, déborder le cas échéant. On voit qu'il y a des questions qui ont été posées avec des niveaux on va dire de technicité variable. On va les prendre dans l'ordre chronologique et celles sur lesquelles on n'a pas la réponse à brûle pour point, on regarde dans l'après-midi pour faire un retour par écrit et compléter la présentation. Alors, première question sur les retraits argileux. Quels sont les chiffres sur l'évolution des retraits argileux causés par le réchauffement climatique? Je propose de traiter ça par écrit et renvoyer vers les sources qu'on avait utilisées. Là-dessus, on s'appuie notamment sur des études de l'ADEME et du secrétariat général à la planification écologique qui citent d'autres études de services de l'État qui sont détaillées. C'est mieux qu'on mette le lien vers le rapport détaillé. Et il y a notamment un outil de modélisation des risques avec une carte interactive où on peut dire sur quelle commune on est et comme ça on voit avec des calques quels sont les risques. Je pense que c'est plus utile de vous envoyer ce lien-là. Alors, inondation, adaptation qui serait possible mais interdite actuellement, c'est dans les zones d'expansion des crues de plaine, c'est autoriser les constructions sur piliers qui permettraient des crues de passer sans dégâts. Donc ça c'est idée d'adaptation effectivement. Accepter de construire différemment, même si ça respecte pas forcément les traditions architecturales, on va dire. Et donc là, c'est une stratégie d'accepter qu'on ne peut pas maîtriser l'eau et plutôt la laisser passer, plutôt que absolument mettre des digues partout. Donc merci Christian pour ce commentaire. Question de Louane sur la France 5e pays victime du réchauffement climatique, à quelle échelle européenne? Je vous envoie le lien vers la source. C'était de mémoire le secrétaire général à la planification écologique qui avait cité une étude avec moyenne sur 10 ans. Je ne sais plus, en toute transparence, si c'était OCDE ou Monde, je vais revérifier. Ensuite, 48% du territoire exposé par les RGA actuellement ou prévisionnel. De mémoire, c'est la nature des sols qui détermine. En gros, on a pris le parc existant et où est-ce qu'il y a ces sols. Donc, ils sont exposés. La question, c'est à quel horizon de temps on aura les sécheresses qui feront se matérialiser ces risques climatiques. Donc, ça veut aussi dire que la moitié des bâtiments, a priori, le sol ne va pas changer. Donc, ils ne vont pas avoir ce sujet, même s'il y a des sécheresses. Alors, question de Pascal. Quid des fluides PAC vis-à-vis de la réglementation F-gaz évolutive? Alors, je vois que Pierre acquiesce, et tant mieux, car je ne suis pas capable de répondre. Il a bien raison. Tout à l'heure, j'ai dit il faut tenir compte des externalités.
Et c'est vrai que nous en avons quelques-unes. Et la géoénergie, ça s'appuie sur des pompes à chaleur. Et donc, nous avons du gaz dans dans nos pompes à chaleur qui, comme toute pompe à chaleur, peuvent fuir un petit peu et contribuer au réchauffement climatique. Par bonheur, l'Europe a pris mesure de cette problématique et a voté deux directives, la F-Gaz et la F-Gaz 2, qui nous obligent tous, les industriels du chauffage et de la climatisation, à changer nos méthodes pour aller jusqu'à un indice de réchauffement de nos gaz utilisés extrêmement faible. On aura divisé par 4000 l'indice de réchauffement des gaz que l'on utilise. C'est vrai que le chemin est encore long, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui, mais le chemin est tracé et on s'améliore tous année après année. Juste pour vous dire, l'ACV, l'analyse du cycle de vie d'une géoénergie, c'est-à-dire le coût du carbone d'une installation versus ce qu'on va économiser en fonctionnement, on a un retour sur investissement, enfin pas sur investissement, pardon, je suis, je suis, la finance me, me déforme, mais on va amortir le coût carbone de nos installations en 6 mois, y compris F-Gaz. Et donc, vous voyez que pour des installations qui durent 100 ans, c'est extrêmement vertueux, et y compris les gaz. Top, merci. Question de Tom. Comment mesurer le bénéfice financier de la mise en place des solutions d'adaptation et faciliter l'intégration des critères d'ACC, adaptation au changement climatique, dans les projets de construction? On a entendu notre ministre Agnès Pannier-Runacher dire 1 euro investi, c'est 8 euros de dégâts évités. Qu'en est-il? Je crois qu'il y avait une autre question ensuite là-dessus. En lien avec ma question précédente et en réaction à l'intervention de Pierre, la dimension financière pour la sobriété énergétique et la décarbonation, d'accord, le ROI est facilement calculable, mais pour l'adaptation, la mécanique n'est pas la même. Comment valoriser l'investissement? Je tente un élément de réponse et je laisse Eve et Pierre essayer de compléter. Alors, c'est pas facile parce que c'est moins mature que sur la partie atténuation, où on peut se dire c'est quoi le coût de la tonne de CO2 évité, et on peut mettre ça en lien avec sa trajectoire de décarbonation. On peut en parler auprès de ses financeurs. On peut dire qu'on réduit son risque à l'évolution du prix du gaz, etc. On est d'accord. Néanmoins, ce qu'on commence à voir, c'est un sujet de c'est quoi le coût du risque. Alors, c'est pas facile à évaluer, mais on peut, si on a une étude qui indique, voilà, il y a un risque de telle probabilité que tel élément ait lieu dans les 10, 15, 20 ans, donc ça nécessite de faire des analyses de risque potentiellement à une maille géographique assez précise. On peut se dire, ça coûterait combien? Notre police d'assurance, elle est comment? C'est combien notre premium d'assurance additionnel si on veut se couvrir sur une franchise plus élevée? Et commencer à rentrer sur ce calcul économique. Là-dessus, je décide pas pour faire de la pub, mais parce que ça existe, il y a AXA Climate qui a un outil qui s'appelle Altitude d'évaluation des risques climatiques où on met les coordonnées GPS de ces sites et ça permet de voir quels sont les risques auxquels on va être exposé. Et je mettrai en ressource le lien vers la carte publique qui permet de voir quels sont les risques par commune et selon les coordonnées. Donc en fait, il faut essayer de se dire, et si ça se produit, qu'est-ce qui m'arrive, combien ça me coûte? Et du coup, voir ça comme plutôt un investissement pour éviter un dommage futur. Après, si on amortit à 4% sur 30 ans, en fait, les dommages dans 30 ans, on s'en moque. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut se dire, ça me coûte combien d'avoir mon usine qui est inondée? Ça me coûte combien d'avoir une vague de chaleur et de ne pas pouvoir avoir mes équipes en 3-8 qui travaillent pendant 8 heures par jour parce qu'on est sur un environnement, il faut que ça soit ouvert, parce qu'il y a des gaz volatiles, etc. On avait avec Butagaz, par exemple. Donc, en fait, il faut plutôt raisonner risque et coût de la disruption sur mon activité. Plutôt que, sinon on n'arrive pas à sortir de ce débat. Je ne sais pas si Eve ou Pierre, vous avez des éléments C'est ça, additionnels il là-dessus. faut calculer les coûts de risque de perte d'exploitation et d'impact sur le business. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui intéresse énormément nos actionnaires. Euh, on ne peut plus se passer d'une analyse des risques climatiques physiques dans nos business plans à 10 ans. Euh, Clairement, enfin, oui, c'est simplement calculer les risques de perte d'exploitation et d'impact sur le business. Ouais, moi, sur le sujet de l'adaptation, c'est évidemment beaucoup plus complexe à modéliser et évidemment que peu de nos
interlocuteurs, maîtrises d'ouvrage, sont matures et intègrent dans leur raisonnement économique l'adaptation. Je suis d'accord. Mais je voulais citer l'exemple des logements sociaux où, alors je caricature un peu peut-être leur raisonnement, mais en gros, un habitat qui devient invivable pendant les périodes de canicule vont engendrer des mises de climatisation personnelle individuelle partout, ce qui, on n'y revient pas, génère des effets de chaleur, mais surtout, c'est des populations extrêmement fragiles économiquement, et faire tourner ces climatiseurs, c'est plus de charges, donc une fragilisation de leur capacité à payer du loyer. Et donc, ils ont réintégré le risque locataire au niveau de l'adaptation. Donc, et d'où l'intérêt pour la géoénergie qui faisait à la fois atténuation et adaptation. Donc, il y a quand même des moyens, enfin, chacun de nos interlocuteurs intègre quand même dans ses business l'adaptation. Alors, il n'y a pas de méthode universelle pour le valoriser. Et d'une certaine manière, autant pour l'atténuation, on passe par une vision un peu macro. Il faut euh, créer des marchés du carbone pour que ça se coûte d'émettre. Et il faut ensuite qu'il y ait une dynamique collective qui se crée en mode mes fournisseurs, mes clients commencent à me demander de réduire parce qu'eux-mêmes ont pris des engagements, parce que sinon ils ont du mal à se financer. Et tout le monde se donne des objectifs macro qu'on dépile de manière de plus en plus fine pour que, à l'échelle de l'humanité, ça reboucle sur une trajectoire de décarbonation qui marche. Autant pour l'adaptation, l'analyse de risque, on a beaucoup plus la main dessus. Alors, on a peut-être moins de, on a d'un côté, on a plus la main dessus. Par contre, peut-être que la science est plus complexe parce que déjà, c'est beaucoup plus local comme impact et c'est pas juste une dimension, c'est pas juste le carbone, c'est vraiment plus multifactoriel. Enfin, on a parlé, il y a 6 types d'aléas, enfin, il y a des co-bénéfices ou des co-risques associés. Donc, c'est l'objet est peut-être plus compliqué à modéliser, mais c'est un objet local sur lequel on peut faire une analyse coût-bénéfice liée à ces charges d'exploitation. Là où il faut passer par une grande architecture intellectuelle qui passe par les accords de Paris, SBTI, les bilans carbone, les scope 3, pour essayer d'arriver à décarboner. Donc, c'est pas, enfin, ça pourrait être limite plus simple de finir par avoir un ROI là-dessus que sur la partie atténuation. C'est juste qu'on est en retard de quelques décennies par rapport à la réduction. Et pour continuer, alors on déborde un peu, mais je pense qu'on peut en 5 minutes traiter les questions qui restent. Loïc est surpris de ne voir nulle part les protections mobiles sur les fenêtres, volets roulants, brise-soleil orientable ou store, car c'est un impact positif énorme et très accessible pour limiter la consommation de climatisation. Et je vois que Pierre aussi est scandalisé par cette absence. Donc évidemment, ce sont on n'a pas pu tout citer, mais c'est évidemment des bonnes mesures. Et plus c'est low-tech, plus c'est simple, et plus ça peut être, comme dirait Pierre, scalé, être déployé facilement. Mieux c'est une solution parmi d'autres. Le sujet des brise-soleil, dans le livre Paris face au réchauffement climatique, l'ancien directeur de Gessina, il en parle tout le temps, parce qu'en fait, c'est un vrai truc qu'on va devoir mettre en place. Donc, il existe des stores construits en fibre de verre qui se posent à l'extérieur, validés comme climatisation passive. Donc, c'est top d'avoir des innovations là-dessus. Question de Carole sur expliquer concrètement la différence entre géostockage et géothermie classique. Pierre, en 30 secondes si tu y arrives. Oui, une géothermie classique ne maîtrise rien, c'est-à-dire va réinjecter dans le sol la chaleur fatale de la climatisation, au petit bonheur la chance. Et donc, vous pouvez avoir un sol qui ne correspond plus aux besoins du bâtiment en équilibre froid-chaud. Alors que le géostockage, on va maîtriser ce qu'on va mettre comme quantité de chaleur dans le sol ou de froid dans le sol pour être à un optimum thermodynamique par rapport à des besoins très mesurés et qui sont évolutifs du bâtiment en équilibre froid-chaud. Je m'excuse, c'était compliqué quand même. C'était pas très simple, mais c'est ça la pertinence du géostockage. Et annexement, ça diminue le coût d'une installation de géothermie, puisque en gros, là où on produit dans un mètre cube de roche à partir de la chaleur naturelle du sol, on va stocker jusqu'à 2 ou 3 en fonction de la nature du sol. Et donc, conclusion, nos installations géothermiques, nos champs de sonde sont plus petits, et donc le CAPEX est plus petit, et donc la rentabilité et la compétitivité par rapport aux énergies fossiles est plus facile à atteindre. Merci.
Question de Rémi. Est-ce que le chauffage bois est une fausse bonne idée? CO2 économisé sur son cycle de vie, mais émissions de particules fines. Alors, je n'ai pas envie de tenter une réponse sur un sujet que je ne maîtrise pas assez, en toute transparence. Je ne sais même pas s'il y a une réponse globale ou si en fait ça dépend où c'est mis, ça dépend des voisins. Enfin, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si Ève ou Pierre ont un avis sur la question. Oui, euh, bien entendu que la biomasse, le chauffage bois est pertinent, mais quand même, il y a un vrai problème d'externalité en termes de biodiversité notamment, et une compétition d'usage pour servir les besoins les plus pertinents. C'est-à-dire, en gros, le bois, ça fait de la haute température. On a des besoins de haute température, notamment industriels. On a aussi des besoins de biocarburants qui peuvent se faire à partir de la biomasse. Et donc, dans l'échelle d'utilité de cette biomasse que l'on se permet de prendre au risque de casser la biodiversité, le chauffage des bâtiments n'est pas très pertinent, puisqu'on a d'autres solutions. Pour autant, quand on est dans les Vosges, sûrement que ça peut faire sens. Et là-dessus, je rebondis sur un point, pour ces sujets de disponibilité, enfin de contrainte biomasse, deux ressources intéressantes. Un, secrétariat général à la planification écologique, qui a un document intéressant sur le bouclage biomasse, où on voit que c'est pas trivial. Enfin, tout le monde en veut et il n'y en aura pas assez. Et deuxième, France Net Zéro, si vous avez adoré jouer à Civilisation dans votre jeunesse, vous pouvez essayer de décarboner la France en 2050 en jouant sur toutes les variables. Et c'est compliqué de ne pas être game over à la fin. Et on voit que si on tape trop sur la biomasse, en fait, il y en a pas assez. En plus, il y a des sujets de déstockage du carbone de la forêt française qui est en train de mourir. Donc, c'est précieux. Alors, je continue. Est-ce que question de Rémi à nouveau, est-ce que la géothermie sur nappe est une fausse bonne idée? Réchauffement de la nappe aquifère qui ne permet plus de fonctionner en été. Je ne suis pas familier de la géothermie sur nappe. Je sais pas, Pierre, Alors, si la tu... géothermie sur nappe, c'est très pertinent et j'en ai pas trop parlé, mais bien entendu que c'est une solution. On peut faire du géostockage pour toutes les qualités que je vous ai dit aussi sur de la nappe. Ça s'appelle des ATES. Pour autant, en France, c'est peut-être 15% de la solution, donc c'est moins une solution universelle. Et pour être assez transparent, il y a plus de risques. Et le risque, c'est des incertitudes sur le montage financier euh, qui posent problème. Et en gros, un aquifère, ça peut se tarir. Donc, vous avez fait des investissements assez importants, vous avez chauffé et climatisé pendant 4 ans, et tout d'un coup, ça se coupe. Et là, vous êtes mal. Donc, à ces qualités, ça a tout à fait une place dans la stratégie de décarbonation. Ça a quelques inconvénients parfois. Et je vois qu'on a débordé de 10 minutes. Il reste que quelques questions, notamment deux adressées à Pierre. Si ça vous va, on peut peut-être les prendre par écrit. Je ne veux pas trop solliciter tout le monde. J'avais peut-être Ouais, juste une question qui a été posée dans le chat, mais qui est assez intéressante sur vas-y. le co-living, où quelqu'un nous demande si le co-living a l'air d'être plutôt des initiatives pour les gens avec des faibles ressources. Pensez-vous que la classe moyenne pourrait accéder à ces solutions? Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, hein. Le co-living, il s'adresse vraiment, autant la colocation peut s'adresser à des gens à faible ressources, autant le co-living, avec des espaces privés un petit peu plus généreux et des espaces partagés qui vont un peu plus loin, comme des salles de sport, des salles de coworking et autres, s'adresse vraiment à de la classe moyenne. Je pense que dans le cas du changement climatique, il faut se réinterroger sur les usages de n'importe qui, quels que soient les moyens. Et la classe moyenne aujourd'hui, elle a les mêmes questions de où est-ce qu'elle va vivre, avec qui elle va vivre, que la classe un peu plus faible revenu ou qu'une classe même un peu plus premium. La différence, elle se fera plutôt sur le niveau de service, mais il faut qu'on réinterroge la manière dont on vit, quel que soit le niveau de revenu en réalité. Et c'est sur ces mots pleins de sagesse que je propose d'arrêter ici la conférence. Je ne sais pas si Clara, tu veux dire un mot de conclusion. Oui, merci beaucoup. Je vais juste reprendre la main, dire deux, trois petits mots de conclusion.
Hop, donc je reprends le petit partage d'écran. Donc merci à tous les trois pour vos présentations respectives. C'était très intéressant, très riche. On a eu de nombreuses questions, donc merci aussi à tous les participants. Donc, comme disait Laurent, vous aurez la possibilité d'avoir les réponses aux questions qui n'ont pas obtenu de réponse là pour l'instant par écrit par la suite. Le replay sera disponible dès demain sur le site web de la PCC. On vous enverra aussi le support de présentation. Et donc, on a de nombreux replays, enfin, toutes les webconférences de la PCC sont disponibles en replay sur le site. N'hésitez pas à aller les consulter. Et donc, un petit point, si vous êtes notamment un bureau d'études, que vous réalisez des prestations de conseil sur les thématiques qui s'affichent à l'écran, n'hésitez pas à parcourir notre rapport d'activité. Bon, le 2024 devrait bientôt arriver. Euh, et puis, à revenir vers nous si vous souhaitez adhérer, bien sûr, à la PCC. Les adhésions, là, sont ouvertes depuis quelques semaines. Si cette fois-ci vous êtes en recherche d'un professionnel comme le cabinet Axio, vous pouvez les retrouver en fait dans l'annuaire de la PCC qui regroupe les différents membres de la PCC qui pourront vous aider sur certaines thématiques. Vous pouvez notamment utiliser des petits filtres par compétences, par localisation. Euh, et donc, je vais terminer ce webinaire en remerciant nos partenaires qui sont l'ADEME, Actu Environnement et The Good. Et puis, je vais vous demander aussi de bien penser à répondre à l'enquête qui va s'ouvrir à la fin de cette webconf. Vous avez une petite enquête de satisfaction. C'est super important, notamment pour les intervenants, pour savoir un peu ce que vous avez pensé de la conférence. Donc, pensez à bien y répondre. Ça prend 3 minutes. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit et à très bientôt pour une prochaine webconf de la PCC. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.